Bien, bonjour. Effectivement, voilà le programme. L'abus de droit pour motif principal fiscal. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Enfin, c'est l'un de ses noms, mini-abus de droit ou petit abus de droit parfois. Et puis, la question qui est assez ennuyeuse de la rémunération des dirigeants des sociétés d'exercice libéral, parce qu'on verra qu'elle soulève beaucoup de questions. Sans tarder, je vais donc évoquer le fameux abus de droit pour motif principal fiscal. Alors, je vais déjà rappeler quand même le décor actuel, c'est-à-dire comment on se situe. Actuellement, en effet, s'applique déjà un dispositif d'abus de droit. Il existe aussi, je les évoquerai très brièvement, il existe aussi des mesures anti-abus, par ailleurs. Hein. Et puis, va donc s'ajouter à cela l'abus de droit pour motif principal fiscal. Ça va être mon grand B, en fait, hein, l'extension de l'abus de droit. Et ensuite, nous verrons deux exemples brièvement, mais à partir de là, on pourra aussi discuter. Alors, l'abus de droit et mesures anti-abus. On va voir la définition de l'abus de droit. Qu'est-ce que c'est? Celui d'aujourd'hui, celui qui pour l'instant, a le monopole. Nous verrons ensuite le domaine, la procédure, les sanctions, assez brièvement, hein, mais c'est pour voir un petit peu en quoi ça va différer par rapport à l'autre abus de droit, le nouveau. Et l'abus de droit du deuxième type, en quelque sorte. Et l'efficacité de la répression de l'abus de droit, dont je dirai un mot, parce que si on va passer de l'abus de droit classique que nous connaissons au nouvel abus de droit, c'est d'abord parce que la répression de l'abus de droit ne fonctionne pas bien du point de vue de l'administration fiscale, évidemment, pas forcément du point de vue du contribuable. Et après, on pourra... Alors, l'abus de droit, qu'est-ce que c'est? On en a une définition large. C'est une manipulation des mécanismes juridiques, là où la loi laisse place à plusieurs voies pour obtenir un même résultat. Voilà, c'est une définition qu'avait donnée Maurice Causian dans les grands principes de la fiscalité des entreprises. Et effectivement, l'idée est de manipuler, c'est exactement cela, c'est de manipuler, de faire des manipulations juridiques pour se trouver sur une autre voie fiscalement moins imposée. Vous avez la voie A, dans laquelle il y a marqué grosse pression fiscale. Il y a la voie B, mais pour accéder à la voie B, il y a des conditions à remplir, et on va artificiellement remplir ces conditions, parce que la voie B, il y a marqué faible pression fiscale. C'est le principe de l'abus de droit. Et évidemment, l'administration fiscale n'aime pas beaucoup ça. Bon, le texte fondateur, c'est l'article 64 du livre des procédures fiscales. Je vais vous en épargner la lecture. On va simplement relever une chose, c'est qu'en fait, l'abus de droit est dual. Il y a non pas un abus de droit, mais deux. Il y a d'abord l'abus de droit qui résulte d'un acte ou plusieurs actes juridiques qui ont un caractère fictif. Et puis, il y a l'abus de droit qui est inspiré par des motifs inavouables, d'un point de vue fiscal, s'entend. Voilà, vous en avez deux, et ça, il faut toujours se le rappeler. Le premier, c'est l'abus de droit par simulation, et le deuxième, c'est l'abus de droit par fraude à la loi. Alors, celui qui est étendu, c'est celui-là. L'abus de droit par simulation, on n'y touche pas. On n'y touche pas parce que... d'abord parce qu'il n'est pas possible de l'étendre, hein, la notion de simulation est très vaste déjà, et ensuite parce qu'il est assez peu efficace, il faut bien le dire. Alors, un exemple d'abus de droit par simulation, vous imaginez un frère et une sœur, l'un veut gratifier l'autre, une sœur handicapée, et veut donc gratifier l'autre. Ils n'ont peut-être pas eu la bonne idée de consulter un gestionnaire de patrimoine, parce qu'on aurait sans doute pu leur donner des idées, mais ils se sont dit, eh bien, je vais te donner ma maison, seulement voilà, entre frères et sœurs, les droits de mutation à titre gratuit sont très lourds, c'est 55%, au-delà de 15 524 €, je crois. On arrive donc presque à des sommets, parce que entre tiers, c'est 60%.
Entre frères et sœurs, c'est 55. L'administration n'aime pas, enfin le législateur fiscal, n'aime pas finalement vous voyez, n'aime pas les transmissions qui se font à l'horizontale. Comment ? Ah ben il n'y en a pas beaucoup parce que ça coûte très cher déjà. Mais ça peut se rencontrer parce que je vous dis, quand vous avez une fratrie avec un des enfants handicapés, la question peut se poser. Mais il ne faut pas la résoudre comme ça. Alors, à partir de là, que fait-on ? Au lieu de donner la maison, on la vend. On va donc faire une manipulation juridique, on va déguiser. C'est en cela qu'il y a simulation, on va déguiser une donation en vente. Et là, ce ne sont plus les mêmes droits, on va payer du 5,80 à peu près, sur le prix de la maison, au lieu de verser 55%. Donc ça n'a évidemment plus rien à voir. L'inconvénient, c'est que dans la vente, il y a un prix, et donc on va prévoir, et c'est là évidemment que se situe l'abus de droit, on va prévoir le plus souvent que le prix est converti en rente viagère, et la rente viagère n'est jamais payée. Alors ça, c'est un abus de droit classique par simulation. On simule, vous voyez, parce que on simule une vente à partir d'une donation. C'est ça. La simulation, c'est souvent un travestissement. Et évidemment, c'est aussi un abus de droit très fréquent qui se rencontre, pas forcément entre frères et sœurs, mais ça peut être entre oncles et neveux, ou même en dehors de la famille. Et du coup, l'administration fiscale se précipite là-dessus et, en général, arrive assez bien à le réprimer. À côté de ça, on a un abus de droit beaucoup plus compliqué, c'est l'abus de droit par fraude à la loi. L'acte, il va y avoir un acte ou plusieurs actes juridiques qui en eux-mêmes sont parfaitement réguliers. Il n'y a pas de simulation, il n'y a pas d'artifice de ce point de vue-là. Mais ils sont inspirés par un unique motif, un motif exclusivement fiscal, qui est justement de choisir la voie la moins taxée, de se placer artificiellement par un acte dont c'est le seul objet ou le seul but dans une situation fiscalement plus favorable. Alors, un abus de droit par fraude à la loi qui soit pas trop compliqué. Alors j'avais quelques exemples. J'avais un abus de droit par simulation, il est un petit peu compliqué, donc je vais passer dessus. Là, vous voyez, on s'était servi pour cet abus de droit d'une société fictive. Donc, voilà. Du coup, hop. Et voilà, l'abus de droit par fraude à la loi, on a un exemple, c'est ce qu'on appelait les montages coquillards. Vous avez une société, elle a cédé son actif industriel, elle a cédé ses immeubles, il ne reste plus que du cash. On veut éviter, évidemment, l'imposition de la plus-value, on veut éviter, en tout cas on veut éviter tous les frais de la liquidation, c'est ce que ça va être horriblement coûteux. On vendait, parce que ça ne se fait plus justement, parce que c'est un montage abusif. On vendait à des coquillards, qui donc rachetaient des coquilles vides, les payaient 90% de leur prix, à peu près, ça dépendait, 90% de leur prix, et puis après, c'est une structure, une société, qui rachetait ces coquilles vides. Puis après, on faisait remonter les dividendes, ce qui dégonflait considérablement la valeur de la structure qu'on venait d'acheter. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, on passait en même temps une provision pour dépréciation sur les parts ou les actions qu'on avait achetées. Donc, il y avait une sorte de coup double. On faisait remonter les dividendes en quasi-exonération, parce que entre sociétés IS, vous avez une quasi-exonération des dividendes chez la société bénéficiaire du versement. Et puis, en même temps, la société bénéficiaire du versement, dépréciait les droits sociaux qu'elle venait de vider de leur substance, et donc passait une provision déductible.
Voilà, ça c'était un montage. Alors celui-ci, il a été évidemment, condamné par le Conseil d'État. Vous avez là un des arrêts, mais il y en a plusieurs sur ces montages. Et vous le voyez, pourquoi est-ce que c'est compliqué de démontrer l'abus de droit par fraude à la loi? C'est parce que il y a deux conditions à remplir. Il faut rechercher le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. Première condition. Deuxième condition cumulative, il faut que cela soit inspiré exclusivement par aucun autre motif qu'un motif fiscal. Donc vous avez deux conditions à remplir. Et c'est toujours compliqué parce qu'évidemment, celui-ci est encore le plus simple à démontrer cette première condition, mais la deuxième est horrible. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer qu'il n'y a pas eu un autre motif qui justifiait l'opération. Et quand c'est bien fait, il y a toujours un autre motif, parce que c'est rare qu'il n'y ait pas quand même un substrat économique dans ce genre d'opération. Et s'il y a un autre motif, eh bien, vous n'avez plus le but exclusivement fiscal. Et ça, c'est redoutable. Alors, dans le cas des montages coquillards, vous voyez, le Conseil d'État a d'abord cherché s'il y avait effectivement une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. Alors, il est très fort pour faire ça, le Conseil d'État. Cette condition est absurde. Il est très fort, mais elle est dans la loi. Très fort pour faire ça parce que il a dû remonter jusqu'aux origines du régime mère-fille, qui, si je me souviens, remonte à 1938. Donc je ne vous raconte pas les raisons de l'époque n'ont plus vraiment, ont un côté historique particulièrement marqué. Et regardez, le législateur a eu comme objectif de favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. On ne dirait plus ça aujourd'hui, mais voilà. Donc c'est comme ça que le Conseil d'État a déterminé l'objectif poursuivi. Et ensuite, il nous a dit que le montage en question ne poursuivait pas du tout cet objectif, puisque la société du bas était vide. La société du bas était vide et que par conséquent, il y avait aucune structuration, renforcement de l'économie ou développement des sociétés filiales, puisque en bas, c'était plus que du cash. Donc vous voyez à quel point cette première condition a été remplie. La deuxième condition, elle est très intéressante parce que le coquillard faisait valoir, enfin les promoteurs, le coquillard faisait valoir, mais attendez, moi si je fais remonter du cash dans ma société mère, c'est-à-dire la société qui a acheté la coquille, c'est pour améliorer sa trésorerie. Et ça, c'est indiscutable. Alors, là, il y avait un vrai problème. Parce que ça veut dire que le but n'était pas exclusivement fiscal. Pour s'en tirer, le Conseil d'État nous a dit, il ressortait des pièces du dossier que ce gain de trésorerie, donc le fait de remonter la trésorerie de la société du bas dans la société du haut, était négligeable et sans commune mesure avec l'avantage fiscal retiré de ces opérations. Voilà, donc vous voyez que le Conseil d'État a ramé quand même pour arriver à caractériser l'abus de droit sur ce genre de situation. Alors, maintenant, voyons le domaine, la procédure et les sanctions de notre abus de droit actuel, qui continuera d'ailleurs au-delà de s'appliquer. Tous les impôts, tous actes juridiques, donc voilà, on nettoie tout. Ça peut s'appliquer aussi bien pour le calcul de l'imposition, pour la liquidation de l'impôt, les conditions de paiement, c'est absolument général. Vous avez la possibilité, le contribuable ou l'administration ont la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal. Alors, le comité de l'abus de droit fiscal rend un avis. Cet avis, en réalité, n'a plus aucun effet juridique aujourd'hui. Ça ne change plus rien. C'est juste un avis administratif.
en réalité. Avant, il renversait la charge de la preuve quand l'avis était défavorable au contribuable. C'était au contribuable de montrer que le montage n'était pas constitutif d'un abus de droit, et non plus à l'administration de montrer l'inverse, c'est-à-dire que le montage était constitutif d'un abus de droit. Donc aujourd'hui, ça a été supprimé, justement. Il n'y a plus de renversement de la charge de la preuve, et par conséquent l'avis n'a plus de portée juridique d'un point de vue procédural. En revanche, il est fondamental parce que les juridictions en tiennent compte. Le comité est présidé par un conseiller d'État. Et du coup, si vous voulez, le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, qui eux-mêmes sont coiffés par un conseiller d'État, en tout cas pour la cour administrative d'appel, vont en général se plier à la solution. Voilà. Donc c'est pour ça que beaucoup de procédures d'abus de droit s'arrêtent. L'administration ne va pas au-delà, dans beaucoup de cas, l'administration ne va pas au-delà quand elle a un avis qui est favorable au contribuable. En général, souvent ça arrête toute la machine. Le seul cas où l'administration va continuer, c'est souvent parce qu'elle a des pièces supplémentaires qui n'ont pas été fournies au comité, parce qu'elle ne les avait pas à ce moment-là, et donc du coup, elle va dire, je continue et j'irai devant le théâtre. En général, c'est les tribunaux administratifs qui sont la plupart du temps compétents. Les sanctions sont d'ailleurs le problème de l'abus de droit. 40%, ça c'est le principe, c'est le tarif de base. Et 80% si le service, c'est-à-dire l'administration fiscale, établit que le contribuable est l'instigateur principal ou le bénéficiaire principal de l'abus de droit. Autant dire que dans la quasi-totalité des cas, on tape à 80%. Avant, c'était 120%. Il ne faut pas se plaindre. C'est plus que 80%. Non, mais c'est vrai, on l'oublie toujours. Donc, c'est un lot de consolation. Ça aurait pu être 120%, mais ce n'est que 80%. Vous voyez ? Et en plus, maintenant, on est dénoncé, on vous balance au procureur de la République pour les faits qui ont conduit à l'application sur les droits donc sur le montant de l'impôt, pour les droits dont le montant est supérieur à 100 000 €, de la majoration de 80%. Donc, sur le célèbre principe, balance ton contribuable. Eh ouais, balance ton contribuable. Donc voilà. Bon, évidemment, tout ça, vous allez le voir, en réalité, c'est plus aujourd'hui un obstacle qu'autre chose. Alors, le dispositif de l'abus de droit, il faut bien le dire, ne fonctionne pas bien. Il ne fonctionne pas bien du point de vue de l'administration fiscale, bien sûr, pour toute une série de raisons. D'abord, c'est de l'artisanat. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, attendez. Voilà. D'abord, c'est de l'artisanat. C'est-à-dire que c'est de la ciselure, c'est du temps passé. Donc, il faut que le jeu en vaille la chandelle. Est-ce qu'aujourd'hui, le but quand même de l'administration, dont les effectifs se sont réduits, c'est de faire du rendement. L'abus de droit, c'est de l'œuvre d'art, si je puis dire, pour reprendre le thème précédent. Et donc, voilà, c'est beaucoup. Alors, quand les dossiers sont très importants, évidemment qu'ils iront en abus de droit. Mais sinon, bof. Et puis, vous le voyez, vous avez des abus de droit sériels, c'est-à-dire des gens qui ont fait tous la même chose. On en a vu peut-être ici, d'ailleurs, c'était les fameux les apports en sursis d'imposition qui avaient été faits. Il y avait tout à pied. Alors ça, il en a été fait parfois comme ça, c'est une mode, et vous avez ces opérations-là qui vont être dupliquées en 10 000 exemplaires. Ils peuvent, c'est pas possible. Ils en chopent quelques-uns, mais pas tout le monde. Donc ça, déjà, ça marche pas. Le deuxième problème, c'est que si on s'est trompé de voie, si on n'a pas pris l'abus de droit et qu'on s'est contenté de requalifier le contrat, alors qu'en réalité c'était un abus de droit, eh bien boum badaboum, on peut vous invoquer ce qu'on appelle l'abus de droit implicite, c'est-à-dire que c'était un abus de droit, l'administration ne l'a pas vu,
Elle a privé le contribuable des garanties inhérentes à la procédure. Ces garanties sont notamment la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal. Et là, toute la procédure s'effondre. Ça, si vous voulez, ça dissuade aussi l'administration de... Voilà, c'est à la fois délicat, ça prend du temps, et en plus, du coup, c'est pas du tout adapté à un système industriel. On ne peut pas l'industrialiser. Or, justement, l'administration, elle veut passer dans un système complètement industrialisé. Alors, du coup, l'administration a commencé à réfléchir, comment faire. Alors, parfois, elle change le régime fiscal de certaines opérations pour mettre fin à toute une série d'abus. Bon, là, un exemple avec les anciens démembrements de propriété, quand on transférait un usufruit à durée fixe. Elle peut aussi faire de la pub, faire connaître les opérations qu'elle considère comme abusives. Et c'est ce qu'on appelle la carte des pratiques et montages abusifs. Voilà. Alors là, c'est sur le site de la DGFiP. Et puis elle vous dit, attention, ça, c'est pas bien. Et elle vous dit ensuite, si vous avez commis cette opération, veuillez vous rapprocher du bureau de l'administration fiscale le plus proche. Et pour régulariser. Alors, ça fait rire, je l'ai vu une fois fonctionner, je ne vais pas vous le raconter maintenant, ça prendrait trop de temps. Je l'ai vu une fois fonctionner, et ça a été extraordinaire, parce que le contribuable a régularisé avant que ne soit lancée la procédure de contrôle. Ce qui fait, alors qu'il était dans une situation désespérée, c'était un énorme abus de droit, enfin un gros truc qui n'allait pas, ce qui fait que finalement il s'en est tiré pour rien. Ça ne lui a rien coûté. Mais bon, c'est quand même exceptionnel. Donc, et du coup, vous voyez, la carte des montages et pratiques abusives, la seule fois où je l'ai vu fonctionner, c'est au détriment de l'administration fiscale quand même, ce qui n'est pas tout à fait le but de l'opération. Mais l'idée c'est quoi ? Je vous affiche un tas d'opérations que je considère comme abusives pour vous dissuader de les faire. Pour éviter les abus de droit sériels. C'est toujours la même idée. Après, on a vu arriver des mesures autonomes anti-abus. Alors vous en avez, le régime des sociétés mère-fille, vous savez, cette fameuse exonération de 95%, a un montage, une mesure anti-abus autonome, qui lui est propre. Un truc spécifique pour réprimer uniquement les abus dans l'utilisation de ce régime fiscal. Vous en avez plusieurs. Il y en a une mesure anti-abus en matière d'impôt sur les sociétés. Il y en a une en matière de fusion. On a tendance à les multiplier. Elles sont d'origine européenne. Et puis évidemment, l'idée, c'était d'élargir la définition de l'abus de droit. Vous le voyez, déjà de substituer au motif exclusivement fiscal, le motif principalement fiscal. Mais ça a échoué. Ça a échoué. Pourquoi ? Bon, pour deux raisons. Le principal est quand même là. C'est le principe de l'égalité des délits et des peines. Puisque, compte tenu des sanctions de l'abus de droit avec 80% de pénalité, là, le Conseil constitutionnel assimile l'abus de droit, enfin les sanctions de l'abus de droit, à des sanctions pénales. Et donc, il a considéré que, compte tenu de l'importance des sanctions, on ne pouvait pas permettre à l'administration d'élargir la définition de l'abus de droit. Mais là, justement, le législateur a décidé de frapper fort, donc cette fois-ci c'est la loi de finances pour 2019, et il a inséré un article 64A du livre des procédures fiscales. Pour éviter, on le verra tout à l'heure, les sanctions pénales qui peuvent, enfin plutôt la censure du Conseil constitutionnel, il a supprimé les fameuses sanctions automatiques de 80%. C'est là où il a été un peu plus intelligent que d'habitude. Je dis ça parce que quand même, il y a 3 ou 4 parlementaires qui connaissent vraiment les questions fiscales, sur toute l'Assemblée. Le reste, on passe alors à des milliers de kilomètres au-dessus de la tête. Non mais et d'ailleurs, honnêtement, je les blâme pas. C'est impossible de maîtriser la matière. Même les spécialistes sont spécialisés par branche.
Alors il y a un spécialiste TVA, un spécialiste taxe professionnelle, enfin ex-taxe professionnelle, CVAE et compagnie. Il y en a un autre, voilà, donc c'est l'hyper-spécialisation. Alors qui peut dire, ah bah je connais tout. Donc voilà, donc c'est impossible. Hein. Alors là, de quoi s'agit-il? On a donc étendu l'abus de droit, mais seulement par fraude à la loi. On a laissé l'abus de droit par simulation de côté. Et nous avons donc maintenant la définition des actes susceptibles d'abus de droit. On retrouve la première condition d'application, le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. Ça, c'est commun avec l'abus de droit classique. Et puis après, nous avons le motif principal qui a été substitué au motif exclusivement fiscal. Le domaine elle-même, tous les impôts, tous actes juridiques, toute étape de la perception de l'impôt. La procédure, on a aussi la possibilité de saisir le comité de l'abus de droit fiscal, donc tout le monde est content. Voilà, et puis les sanctions, alors c'est là où se fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la différence. Il n'y a plus de sanctions automatiques de 80%. Il n'y a pas de dénonciation au procureur de la République. Mais alors, que reste-t-il? Eh bien, la seule possibilité pour l'administration serait, le cas échéant, d'appliquer des sanctions pour les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration ou un acte, en cas de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse. Manquement délibéré, peut-être dans certains cas, manœuvre frauduleuse, compliqué quand même, hein, compliqué. Donc, parce que ça correspond à des définitions jurisprudentielles assez étroites. Donc vous voyez, là, il n'y a plus les grandes sanctions. Alors il reste évidemment l'intérêt de retard à 2,40, mais voilà, on est quand même sur quelque chose qui est plus, de ce point de vue-là, qui est plus doux. C'est d'ailleurs pour ça que la constitutionnalité du dispositif, à mon avis, ne fait guère de doute. Notion de motif principal fiscal. Alors, là, qu'est-ce que c'est qu'un motif principal fiscal? Comment on va apprécier le motif principal fiscal par rapport à un motif qui serait un motif extra-fiscal, si je puis dire, économique, commercial ou autre? Ben, on n'a pas de réponse parce qu'on n'a pas les commentaires de l'administration. Mais on a des petites pistes. On a en effet des petites pistes avec la mesure anti-abus, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, pour l'application du régime des sociétés mères et filles. Et vous le voyez, que nous dit ce dispositif, que certains dividendes ne vont pas bénéficier de l'exonération de 95% lorsqu'ils sont distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal, pour obtenir un avantage fiscal à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de l'article du régime mère-fille. Donc autrement dit, la notion d'objectif principal ou d'objectifs principaux à caractère fiscal, elle est déjà dans la loi. Et là, ce qui est remarquable, c'est que ce dispositif a été commenté. Donc on sait des choses quand même. Bien sûr, la doctrine administrative qui est exprimée pour le mécanisme, la mesure anti-abus en matière de régime mère-fille, ne peut absolument pas être invoquée pour l'abus de droit principalement fiscal. Ça, c'est pas possible, hein. Mais ça donne quand même des éléments. En attendant, ça nous donne quand même des petites idées. Alors justement, la doctrine administrative s'est prononcée sur la notion d'objectif principal, qui évidemment, elle nous dit que la notion d'objectif principal est plus large que celle de but exclusivement fiscal. On s'en doutait un peu, mais elle nous le confirme. Alors, comment apprécier le caractère principal? Elle nous dit, c'est une appréciation de fait, tenant notamment compte de l'évaluation de l'avantage fiscal qui serait obtenu à l'encontre de la finalité du régime d'exonération des dividendes, puisque c'est ce régime-là qui est en jeu,
en proportion de l'ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus par le montage considéré. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration nous dit, et c'est quand même assez intéressant, c'est pas spécialement pratique, mais c'est assez intéressant, que pour apprécier le principalement fiscal, il faut procéder à des évaluations. Évaluer d'un côté l'avantage fiscal et évaluer l'ensemble des gains ou avantages qui seront obtenus par le montage considéré. Et c'est là que l'on voit passer si on est en motif principal fiscal ou pas. Ça veut dire qu'en cas de doute, il faudra évidemment demander des évaluations. Alors, évaluer un avantage fiscal, ça c'est encore possible. Évaluer le gain extra-fiscal attendu de telle ou telle opération, c'est beaucoup moins évident. C'est là où il y aura matière à discussion, mais au moins ça donne une piste. Ça a le mérite de donner une piste. Alors, après, il nous donne aussi quelques éléments sur la notion même de motif principal fiscal. La notion de motif excluant la mesure anti-abus, s'entend au sens large de toute justification économique. Voilà, bon, pour le reste, même si elle n'est pas liée à l'exercice d'une activité commerciale, parce que le texte pour la mesure anti-abus fait référence aux activités commerciales. Ce qui est intéressant, c'est que sont susceptibles d'être considérés comme présentant des motifs valables, au sens de cette fameuse mesure anti-abus du régime mère-fille, des structures de détention patrimoniale, d'activités financières, des structures répondant à un objectif organisationnel. Ça nous donne quand même une petite idée des motifs économiques que l'administration fiscale prendra en compte. Et c'est assez vaste. La détention patrimoniale, donc l'organisation de son patrimoine, les activités financières, voilà, donc tout ce qui est investissement, les structures répondant à un objectif organisationnel, c'est-à-dire comment on structure soit son patrimoine professionnel, etc. Donc ça va quand même nous donner quelques précisions. Alors, évidemment, et ça n'est pas nouveau, lorsque l'avantage d'ordre économique est très marginal, évidemment, l'avantage, par rapport à l'avantage fiscal obtenu, on bascule dans... on écarte le motif économique. Alors, il faudra voir comment tout ça sera transposé en matière d'abus de droit par motif principalement fiscal, mais on a quand même, vous le voyez, quelques pistes de réflexion. L'entrée en vigueur du dispositif, 1er janvier 2021, pour les actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. Donc, dans quelques mois, nous passons à l'abus de droit supersonique. Alors, maintenant, il faut voir quand même les exemples. J'en ai pris deux. Alors, on pourrait faire une liste très très longue, mais j'en ai pris deux. Le premier, c'est les donations avec... c'est pas avec cession, d'ailleurs. Je m'aperçois qu'il y a une coquille. C'est avant cession. Autrement dit, vous avez un bien sur lequel il y a une forte plus-value. Vous avez prévu de le céder. Vous savez que ça va évidemment coûter l'imposition de la plus-value. Et vous vous dites, tiens, je cède par exemple mon entreprise, est-ce que, surtout sous forme de société IS, ou je cède un immeuble aussi, un gros immeuble en face, là, je cède le truc, bon. Et je me demande si je ne vais pas avoir intérêt à donner avant. Effectivement, il vaut mieux donner avant, car la donation purge la plus-value de l'impôt, plutôt que de faire l'inverse, parce que là, vous payez deux fois. Vous payez l'impôt de plus-value, puis ensuite, vous paierez les droits de mutation à titre gratuit, les droits de donation, ce qui est un petit peu bête. Donc c'est ça la logique, hein. C'est pas spécialement de donner à chaque fois qu'on cède. C'est plutôt de se dire, voilà, j'arrête avec mon entreprise, je vais vivre de mes rentes, est-ce que j'en profite pour transmettre? Et dans ce cas-là, si je transmets, c'est avant. Et vous voyez, le Conseil d'État nous dit, et c'est quand même très intéressant parce qu'il nous dit, dès lors qu'un acte revêt le caractère d'une donation, au sens de l'article 894 du Code civil qui définit les donations,
L'administration ne peut le regarder comme n'ayant pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que son auteur, s'il ne l'avait pas passé, aurait normalement supporté. Autrement dit, la donation, ça suppose l'intention libérale, c'est-à-dire l'intention de transmettre, de s'appauvrir et de gratifier quelqu'un. Et cette intention exclut un but exclusivement fiscal, puisque l'intention de donner, c'est en soi un but, donc, et c'est en soi un but important. Et donc, ça écarte tout but exclusivement fiscal. Est-ce que ça sera la même chose pour le but principalement fiscal ? Ça, c'est plus compliqué. Mais, de mon point de vue, je pense que ce sera effectivement le cas. Donc, je ne suis pas trop inquiet pour les donations avant cession, vous voyez, parce que, fondamentalement, le fait de donner, voilà, c'est un appauvrissement tout de même. Hein. Donc, le but principalement... L'administration fiscale aura beaucoup de mal à démontrer que c'est un but principalement fiscal, la donation, compte tenu de la nature même de l'opération. Évidemment, tout ça suppose qu'on ne reprenne pas l'argent de la main gauche, hein, mais soyons clairs, si on reprend l'argent de la main gauche, c'est un cas de donation fictive. Et on retombe sur la première forme d'abus de droit, celle dont je vous avais parlé au début. Ça, c'est beaucoup plus chaud. C'est la célèbre transformation avant cession. Je vends une SARL. Les droits sont de 3%. Principe. Je la transforme en SAS 3 semaines avant de vendre. Et là, je vends des actions. Donc, les droits sur les actions sont de 0,1%. Beaucoup moins élevé. Là, est-ce qu'il y a un risque d'abus de droit par motif principal fiscal ? Réponse. Quand on regarde la jurisprudence de la Cour de cassation qui s'était prononcée sur le but principalement sur le but exclusivement fiscal, l'arrêt de la Cour de cassation disait non, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but exclusivement fiscal, sauf quand derrière on revient à la forme sociale première. Donc on avait transformé en SAS, puis ensuite on serait revenu en SARL, ce qu'évidemment personne ne fait. Bon, l'arrêt ne m'a jamais convaincu. Moi je vous le dis franchement, je trouve cet arrêt pitoyable de manque de rigueur. C'est étonnant de la part de la Cour de cassation, mais non, c'est pas si étonnant que ça, mais en tout cas, en réalité, bof, ils sont pas très 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 bons, mais de manière générale, mais bon, ils sont pires, ils sont moins bons que le Conseil d'État. Hein. Ah ça, ils sont moins bons. Le problème du Conseil d'État, c'est que le Conseil d'État, comme son nom l'indique, conseille aussi l'État. Alors, moi, j'ai toujours eu un problème. Si je conseille quelqu'un, je ne peux pas le juger. Mais c'est un autre problème. Bon. Et là, la motivation est fragile, déjà. Là, ils vont y venir. Ils vont y venir. Ça, c'est certain. Alors, si j'ai le temps, je vous montrerai comment on peut éviter l'abus de droit par motif principalement fiscal, mais uniquement si j'ai le temps. Et moyennant le versement de la somme de 100 000 euros. En espèces. Et je ne donne pas de reçu. Non, je ne donne pas de reçu. Donc, alors, revenons maintenant aux choses sérieuses et voyons la rémunération des... Vous pouvez aussi me payer en œuvre d'art. J'accepte. Et, voyez-vous, je vais donc maintenant évoquer la rémunération des dirigeants des sociétés d'exercice libéral. Bon, là, c'est beaucoup plus rapide, hein, parce que c'est moins complexe, malgré tout. Alors, on va évoquer la doctrine administrative et la position du Conseil d'État. En fait, la doctrine administrative, alors vous avez d'ailleurs la référence de la doctrine, si ça vous amuse, allez la lire, si un soir d'insomnie. Bon, elle est d'ailleurs bien faite, hein, c'est pas... Ils font ça bien. Moi, je trouve rappelez-vous, la doctrine administrative, elle est faite pour les inspecteurs, hein, en fait, hein, pour les fonctionnaires de l'administration, pour qu'ils puissent appliquer la loi et récupérer l'impôt. Donc, elle est quand même assez, en principe, hein, elle est quand même assez pédagogique, malgré tout. Hein. Bon, il y a quelques textes qui sont infernaux, mais sinon, c'est plutôt bien fait. Hein.
c'est l'administration qui s'adresse à l'administration en réalité, hein, les instructions administratives. Alors qu'est-ce que nous dit l'administration? Elle nous dit, pour les dirigeants des sociétés de capitaux qui sont en SEL, société d'exercice libéral, de capitaux, on applique les mêmes règles que pour les dirigeants de sociétés de droit commun. Donc la SARL, la rémunération des gérants de SARL, les règles fiscales relatives à la rémunération des gérants de SARL, on les applique pour les gérants de CELARL. Pour la SAS, les présidents, directeurs généraux des SAS, on applique les règles des CELAS, etc., etc. Les SCA, je rappelle, c'est les sociétés en commandite par action, et les SELCA, c'est donc les sociétés d'exercice libéral en commandite par action. Je n'en ai jamais vu, mais l'administration fiscale se dit qu'il pourrait y en avoir quelque part, et donc il faut ne rien laisser. Alors, conséquences. Les conséquences, c'est là où l'administration a, à mon avis, un peu dérapé. Elle nous dit ensuite que seuls les gérants majoritaires ou membres de... Alors après, c'est quoi la rémunération des dirigeants? Vous savez, la rémunération des dirigeants, il n'y a pas un vrai statut des dirigeants. Ça s'est fait... ça s'est mal fait. Ça s'est fait très tard et du coup, ça s'est mal fait. Donc, le principe est simple. À l'époque, on est encore dans une société industrielle quand ces règles-là sont posées. Donc, en gros, c'est simple. Soit ce sont des indépendants, soit ce sont des salariés. Donc, on va assimiler certains dirigeants aux salariés, on va assimiler certains dirigeants aux indépendants. Mais ce sont des assimilations. Et les critères ne sont pas des critères de qualification, mais des critères d'assimilation. Et donc, ils ne sont pas aussi rigoureux que quand je dois déterminer si, par exemple, la personne que vous employez dans votre cabinet est un salarié ou pas. Là, c'est pas pareil. Là, il y a des critères précis, en tout cas, il y a des critères complexes, mais oui, qui sont quand même très précis, qui vont permettre... Là, c'est des critères d'assimilation. Le gérant d'une SARL et d'une CELARL, le gérant majoritaire d'une société d'exercice libéral, il n'est pas un indépendant. C'est pas vrai. Il est assimilé à un indépendant. Pas du tout la même chose. Et pareil, les dirigeants de SAS, ce ne sont pas des salariés. D'ailleurs, ils ne cotisent pas à l'assurance chômage. Ils sont assimilés à des salariés. Donc, les critères de rattachement sont extrêmement flous et peu rigoureux. En plus, on n'est pas en droit du travail, on est sur des critères du droit de la sécurité sociale, qui eux-mêmes sont déjà différents par rapport aux critères du droit du travail. Bon, bref, vous voyez, donc c'est vraiment... alors là-dessus, évidemment, à un moment, l'administration fiscale, qui maîtrise bien sa matière, mais pas forcément celle des autres, a fini par nous dire des choses qui soulèvent des difficultés. Elle nous dit au début, ça va, les gérants majoritaires ou membres de collèges de gérants majoritaires des sociétés d'exercice libéral entrent dans le champ d'application de l'article 62. L'article 62, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est un régime qui va permettre certaines déductions fiscales, qui sinon est quasiment presque complètement calqué sur le régime des salariés, mais avec des déductions complémentaires qui sont possibles. Bon. Voilà. C'est ce qu'elle nous dit. Et les autres, ça sera des salariés. Sauf que, elle nous dit, et c'est là où ça a posé un problème, c'est cette partie-là de la phrase qui a posé un problème, les rémunérations des autres associés. Mais là, on a un dérapage. On parlait des dirigeants, voilà qu'on parle des associés. C'est pas pareil. Je peux être associé sans diriger. D'une CELARL, qui exercent leur activité au sein de la dite société, donc on voit bien qu'on ne parle pas du tout des dirigeants, on parle d'associés, et qui n'ont pas de ce fait de clientèle personnelle, parce que donc visiblement, ils n'ont pas de clientèle personnelle. Bon, on pense à des sociétés, il y en a comme ça dans des cabinets d'avocats, vous avez l'avocat qui est un associé, mais qui n'a pas de clientèle parce que il exerce au sein de la société, et la clientèle, en fait, elle appartient à la société. C'est ça l'idée.
et qui n'ont pas de ce fait de clientèle personnelle relèvent normalement du régime des traitements et salaires. Oula. Alors, en plus, et c'est ce qu'on appelle en général des associés professionnels internes. Alors ça, c'est une solution plus que bizarre, parce que le régime des traitements et salaires, c'est pas un régime qui a vocation à s'appliquer quand les autres ne s'appliquent pas. Vous voyez, c'est pas une voiture balai. Traitement et salaire, c'est pas du tout une voiture balai. Au contraire. Donc du coup, c'est très discutable. Le fait de ne pas avoir de clientèle personnelle, par exemple, en quoi ça fait de vous un salarié? Ça n'a pas de sens. Donc on introduit là, en plus, un dispositif très curieux, où vous avez les associés, le gérant qui sera donc assimilé, article 62, donc assimilé finalement indépendant, même si aujourd'hui l'article 62 est pratiquement calqué sur le régime, comme je vous l'ai dit, des traitements et salaires, et puis les autres sont en traitements et salaires. Voilà, paf. Donc, quand même très curieux. Alors là-dessus, le Conseil d'État est arrivé. Il a effectivement posé des règles un peu différentes. La question dont il était saisi était de savoir s'il était possible de déduire les cotisations versées au titre de contrat d'assurance de groupe des revenus bruts que les dirigeants tirent de leur activité professionnelle. Et c'était ça la question posée. Possibilité, est-ce qu'on peut déduire, dans quel cas, pour quel dirigeant, on peut déduire ces cotisations d'assurance. Et il nous dit, le président d'une SA, d'une SAS ou d'une société constituée sous ces formes pour l'exercice d'une profession libérale ne peut, à défaut de dispositions législatives le prévoyant, déduire de telles cotisations des sommes qu'il perçoit en contrepartie de l'exercice de son mandat qui relève de la catégorie des traitements des salaires. Rien à dire. Rien à dire. C'est parfaitement exact. Là, on parle de quoi? On parle de dirigeants de SAS, pas d'associés, de dirigeants de SAS, de SA, ou leur équivalent sous forme de CEL. On sait que dans ces cas-là, ils sont, du point de vue de leur rémunération est assimilée à des traitements et salaires, et la déductibilité n'est pas possible. Rien à dire là-dessus. Mais, il ajoute, Conseil d'État, lorsque le président d'une CEL, à forme anonyme, ou d'une société libérale par action simplifiée, exerce au sein de cette société, en plus de son mandat de président, une activité professionnelle dans des conditions ne traduisant pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, ce qui est le cas quasiment tout le temps, enfin très fréquemment, surtout quand il n'y a pas de salariés dans la société ou qu'il n'y en a qu'un ou deux, les rémunérations qu'il perçoit à ce titre conservent la nature de BNC et sont assujetties à l'IR dans la catégorie correspondante. Donc on sera ici en BNC. Il en résulte qu'il peut déduire de ses rémunérations les cotisations d'assurance de groupe, etc., qu'il verse au titre de cette activité. Alors là où il y a une vraie question, il y a plusieurs questions que pose cette solution-là. C'est qu'en règle générale, les rémunérations ne sont pas distinctes. Ce que nous dit là le Conseil d'État, c'est qu'il faut être distingué entre la rémunération versée au titre de la fonction sociale, le mandat social, si vous voulez, le fait d'être président, directeur général d'une CEL, d'une CEL à forme anonyme ou d'une CEL par action simplifiée, et puis l'exercice de l'activité professionnelle au sein de la CEL. Ça suppose donc qu'on distingue les deux rémunérations. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit fait continuellement, ça, et partout. Deuxième point, est-ce que ça s'étend aux sociétés de droit commun? Pas évident non plus du tout. Ça, je ne sais pas, parce que vous voyez que le Conseil d'État prend la précaution de ne parler que des présidents de CEL à forme anonyme ou de CEL par action simplifiée. Quid
des sociétés qui sont sous une forme de droit commun, donc des SAS ou des SA, et dans lequel vous avez une rémunération qui est une rémunération unique. Est-ce qu'il faut elle aussi l'éclater entre une rémunération BNC et une partie salaire? Tout ça, évidemment, n'est pas traité. Et brochant sur le tout, bien évidemment, se pose la question infernale des dividendes. Et les dividendes dans tout ce bazar. Où sont-ils? Où sont les dividendes? On n'en sait rien du tout, le Conseil d'État n'en parle pas, mais il est évident que ça pose, vous voyez, beaucoup de difficultés. Et ça, c'est que le fiscal. Sur le terrain des régimes de sécurité sociale, bonjour, qu'est-ce que ça va donner sur ce terrain-là? On en est là, et depuis, il faut le dire, l'administration fiscale a été remarquable, elle n'a pas modifié sa doctrine. Donc, à l'égard de l'administration fiscale, selon votre intérêt, faut quand même, vous pouvez soit invoquer la doctrine administrative, si vous considérez que voilà, vous êtes mieux chez les traitements et salaires, soit au contraire, invoquer la position du Conseil d'État. Du coup, vous avez la possibilité de faire les deux. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette question. Et nous en avons terminé, mesdames, messieurs. Enfin, quand même. Et oui, parce que je sais que 18h22, il était temps.